Les ténèbres verglacées de l'hiver s'apprêtent à tomber en flocons de sang, déversant larmes, pleurs et cris dans une harmonie macabre au parfum de fête mortelle. Laissez-vous happer par la musique de la mort et son costume aux noires couleurs. Il est trop tard pour reculer. Préparez-vous à entrer dès maintenant au sein du royaume des contes sanglants de Noël. Mortel réveillon. Je n'ai jamais bien compris ce qui pouvait pousser les riches à dénigrer tout ce qui n'était pas de leur monde, comme si on était des êtres différents, des sous-hommes. Je sais ce que vous allez me dire. C'est le lot de beaucoup de personnes à travers le monde, et ils ne sont pas tous comme ça. Je peux tout à fait comprendre votre réaction. Mais dans mon cas, j'ai vécu une situation qui m'a amené à ne pouvoir ressentir que haine et dégoût pour ces gens de la haute, comme on dit familièrement. Pas pour tous en fait, pour 2 d'entre eux. À cause de leurs actes, j'ai perdu un être cher. Je ne pourrai jamais leur pardonner. Quand je vous aurai raconté ce que j'ai fait pour venger cette perte, vous allez sans doute me juger vous aussi, me dire qu'il n'était pas nécessaire d'en arriver là. En tout cas, pas d'une manière aussi cruelle. Mais si vous aviez été à ma place, auriez-vous vraiment laissé les choses en place, sans rien faire, et permettre à 2 pourritures de s'en tirer à bon compte? Je n'en suis pas si sûr. Bon, vous seriez sûrement opéré autrement, ça je n'en doute pas. Surtout que dans l'histoire, une personne innocente a payé pour eux. Mais quand on subit le malheur de plein fouet, on ne réfléchit pas à tout ça. On est envahi par la haine la plus profonde, les ténèbres les plus obscures, et on ne rêve que d'une chose, se venger. Pour remettre les choses dans leur contexte, j'étais ce que beaucoup appelleraient un bon à rien. Entendez par là que le boulot ne m'intéressait pas. Enfin, c'est pas vraiment le bon terme. C'est plutôt lui qui ne m'aimait pas, à cause de mon caractère un peu irascible. Je suis irlandais pure souche, un Okanagan. Vous allez me dire, on est bien avancé de connaître ton nom. Pour la petite histoire, les Okanagan, dans la région d'où je viens, c'est un peu la moitié des familles de Roméo et Juliette. Capulet ou Montaigu, au choix. Ça n'a pas vraiment d'importance. Sauf qu'on n'avait pas une famille ennemie. On avait des dizaines. Je sais, ça fait un peu Dallas aussi. Je ne peux pas vous donner tort, tellement c'était un peu ça. Mes parents avaient forgé un véritable empire à la force de leurs poignets, comme on dit. Et sans jamais mettre quelqu'un dans l'embarras, sans jamais dénigrer qui que ce soit, en étant aimable, courtois, toujours à l'écoute des gens. Une réputation qui plaisait beaucoup, car ce n'était pas vraiment la norme du coin, peuplé de familles de profiteurs qui n'avaient que faire des revendications de leurs employés. Mon père et ma mère étaient de vrais gens du peuple au départ. Ils ont commencé avec une simple auberge, construite de leurs mains, avec un crédit qu'ils ont mis 30 ans à rembourser. 30 ans durant lesquels ils ont sympathisé avec un nombre incalculable de gens du coin ou d'ailleurs, acceptant de leur faire cadeau d'une nuitée quand ils étaient dans la mouise. Faisant crédit aux gens de passage pour une bière, même en sachant qu'ils ne seraient sans doute jamais payés. Et pourtant, c'est ce même désintéressement qui a construit leur réputation, et leur assuré des aides de sociétés étrangères au pays, grâce à la publicité faite par ces mêmes personnes qui n'avaient pas payé leur bière un soir où ils avaient paumé leur portefeuille. En peu de temps, l'auberge s'est modernisée. Elle est devenue un hôtel, le premier du genre dans la région. Puis ce dernier a fait des petits, grâce à l'apport de plus en plus de sociétés, impressionnées par la rapidité et l'expansion de l'entreprise. Près de 45 ans après la pose de la première pierre de leur auberge, les Okanagan étaient devenus un véritable empire de l'hôtellerie. Un succès qui a fait des jaloux, forcément. Les autres familles qui, elles, avaient toujours nagé dans l'opulence et ne savaient même pas ce que c'était de donner un coup de main à des hommes travaillant pour eux, ils n'appréciaient pas que des petites gens comme nous soient plus réputés qu'eux. Alors, les ennuis ont commencé. Ça a commencé par de mini-scandales, à base de faux clients multipliant les plaintes pour des motifs montés de toutes pièces. Il y a eu des complots financiers pour acheter les terrains, en toute irrégularité, et à coups de pots de vin, afin de réduire l'influence que notre famille avait sur la région. Au début, mes parents parvenaient à faire front, mais à force, les scandales sont devenus plus gros. Tout le monde savait qu'ils avaient été mis en place par les riches familles de la région, mais personne ne pouvait le prouver. Riches, mais loin d'être idiotes, et surtout avides de pouvoir, et jalouses comme rarement on pouvait l'être, ces mêmes familles ont réussi en seulement quelques mois de ces malversations à obliger les sociétés qui finançaient notre empire familial à nous quitter les unes après les autres.
des départs qui en entraînaient d'autres. Très rapidement, mes parents se sont retrouvés dans l'obligation de vendre tout ce qui leur appartenait, y compris la chaîne d'hôtels qu'ils avaient érigée dans les forts. Même notre nom fut changé, une fois vendus tous les titres de propriété. Mon père avait été écœuré par tout ça. Même ses amis d'enfance s'étaient retournés contre lui. La loi du plus fort. Avec ma mère, il a réuni ses dernières économies. Et la famille est partie pour les USA, qu'on disait terre promise pour des gens comme nous. À l'époque, j'étais encore bébé quand ils sont arrivés sur les terres du paradis américain. Mais la désillusion a été grande. Il est vite devenu évident que les étrangers n'étaient pas les bienvenus, et notre nom n'arrangeait rien. Aucune banque ne voulait prêter de l'argent à un nom qui ne sonnait pas américain. Joli paradis. Au final, mes parents sont morts dans la misère la plus totale. Mon frère et moi, on a été adoptés, parce que mon père et ma mère ne pouvaient plus subvenir à nos besoins, et surtout qu'ils voulaient qu'on ait une autre vie. C'était très courant à l'époque, ce genre de pratique. Aujourd'hui, les associations les plus diverses crieraient au scandale. Mais pour mes parents, c'était la seule solution pour qu'on ait un avenir. Bel avenir qu'on a eu. Mon frère a terminé en tant que membre d'un gang spécialisé dans la revente de drogue et a fini tué dans un règlement de compte contre un autre clan. Et moi, si dans un premier temps j'étais le petit frère modèle, mes études ne m'ont pas permis de trouver grand-chose. À part Cindy, l'amour de ma vie. La seule chose de bien qui me soit arrivée dans ma vie de merde. J'ai jamais compris pourquoi elle m'avait choisi. À l'université, après avoir appris la mort de mon frère, j'en avais plus rien à foutre des études. Et j'étais devenu le petit con de service, toujours à chercher des noises pour calmer mes nerfs. Cindy était la chef des cheerleaders de l'université. Ah, je sais, dit comme ça fait un peu cliché, genre film pour ados. Je vous assure que c'est la vérité. Au départ, je pense que c'est plus de la pitié qu'elle avait pour moi. Elle essayait de comprendre pourquoi j'étais ce faux loupard que tout le monde pensait. Elle, j'ignore pourquoi, elle était persuadée que je pouvais être meilleur. Elle discutait souvent avec moi après ses séances d'entraînement. Elle m'avait invité à plusieurs d'entre elles. Au départ, j'avais refusé, disant que c'était pas pour les vrais mecs d'assister à ça. Mais refuser quelque chose à Cindy, c'était comme parler à un mur. Elle revenait toujours à la charge. Alors, j'ai accepté. Et, croyez-le ou non, j'ai fini par apprécier le spectacle. Surtout Cindy, je dois dire. Je ne voyais qu'elle sur le terrain. Ça a commencé comme ça, simplement. Le petit con que j'étais était devenu le gars le plus populaire du campus, le plus studieux et le plus cool. Cindy y était pour beaucoup. Ça a été nos plus belles années. Après l'université, je l'ai demandé en mariage. J'étais sûr qu'elle allait refuser. Elle m'avait dit de nombreuses fois que c'était pas son truc, que c'était juste un bout de papier. Et à ma grande surprise, elle acceptait. Je l'ai jamais vue aussi heureuse que ce jour-là. Et après on dit que les femmes sont difficiles à comprendre. Je peux vous assurer que c'est loin d'être une légende. En tout cas, pour Cindy. Elle, c'était une vraie bosseuse, multipliant les petits boulots, certains ingrats. Mais elle se plaignait jamais. Alors que moi, j'arrivais jamais à tenir un boulot plus d'une semaine. Mon caractère prenait toujours le dessus, et c'était loin d'être apprécié, croyez-moi. Du coup, j'étais souvent à la maison, à rien faire de la journée. À force, j'avais fini par perdre l'envie de bosser. Et Cindy, elle me disait jamais rien. Jamais une parole de travers pour me forcer à me bouger le fion pour trouver un travail. Toujours aux petits soins pour moi. C'était pas une femme, c'était un ange tombé du ciel. Et c'est moi qu'elle avait choisi, allez comprendre. Par moments, j'avais honte d'être moi. Honte de ne pas pouvoir faire ce qu'il fallait pour la rendre heureuse comme elle le devait. C'est elle qui faisait tout. Elle bossait jusqu'à 10 heures par jour, s'occupait de la maison, des papiers. Et quand je voulais l'aider un peu, elle me disait que je n'aurais qu'à l'aider plus tard à la déshabiller, une fois dans la chambre. Non, vraiment, Cindy, je peux même pas vous la décrire, tellement elle était parfaite en tout point. Physiquement et moralement, c'était une perle rare. Et puis est arrivée cette fameuse nuit. Je ne pourrai jamais l'oublier non plus. Il était minuit quelques minutes quand l'hôpital m'a appelé. Elle venait de se faire renverser par un couple de richards au volant d'une Cadillac. Elle avait plusieurs côtes cassées et souffrait d'un traumatisme crânien. Une des côtes avait perforé son foie. Il y avait peu de chances qu'elle s'en sorte. Je passais mes journées à côté d'elle, dans sa chambre.
Elle me disait toujours de ne pas m'en faire, que ça irait mieux le lendemain. Mais le lendemain, c'était pire. Je voyais son état se dégrader de jour en jour. C'était une torture de chaque instant, et je pouvais rien faire. Les médecins m'avaient prévenu qu'elle s'en sortirait pas, que c'était une question de jours, de semaines, voire d'heures. Alors moi, je voulais pas qu'elle vive ses derniers instants sans voir mon visage. Et je continuais à la voir tous les jours. Quand elle est finalement partie, ses derniers mots, elle me les a dit dans un dernier souffle. Elle a dit qu'elle m'aimerait toujours, où qu'elle soit. Je me suis effondré en larmes sur son lit de mort. Les médecins et les infirmières ont dû s'y prendre à 4 pour me faire sortir. Je crois même que j'en ai frappé un ou deux. Son enterrement a été le pire jour de ma vie. Pas seulement parce qu'elle n'était plus là, mais parce qu'il n'y avait personne pour lui dire adieu. Où étaient passés ses amis, ses collègues de travail? Même son patron n'avait pas fait le déplacement, ni même sa famille. Tout ça parce qu'elle avait choisi d'être avec moi. Personne ne m'aimait, je le savais, mais jamais j'aurais pensé que ça aurait été au point de l'abandonner. Que personne soit venu la voir à l'hôpital, je pouvais encore l'accepter. Je me disais que peut-être les médecins les avaient prévenus qu'il n'y avait plus aucun espoir, et que peut-être aussi ils avaient préféré me laisser seul avec elle pour ces derniers instants. Mais son enterrement, merde. Elle qui avait toujours été une perle pour tout le monde. On la traitait comme une pestiférée parce qu'elle m'aimait. Moi, le loser, la petite merde au sale caractère, un peu alcoolique sur les bords. Mais ceux que je détestais le plus, c'étaient ceux qui avaient créé cette situation. Les 2 connards pleins aux as. Eux aussi n'avaient même pas daigné se déplacer, ni prendre de nouvelles. Les amis, la famille de Cindy avaient au moins envoyé des fleurs en pagaille. Mais eux, rien, aucune excuse, aucun petit remords de lui avoir ôté la vie. C'est là que ma haine a commencé à s'installer en moi. J'ai commencé à faire une petite enquête. J'ai demandé à la police les noms des chauffards. Ils ont refusé, de peur que je fasse des conneries. Ils n'avaient pas tort. Mais j'ai fini par avoir leur nom et leur adresse, grâce à une des collègues de Cindy qui était présente le jour de l'accident. Elle avait tout vu. Elle m'a donné tous les détails. Je lui avais demandé. Je voulais savoir quel genre de monstre avait pu renverser une femme et ne même pas se renseigner sur son état par la suite. Quand elle m'a dit leur nom, une partie de mon être a failli exploser. Fargay. Josh et Melissa Fargay. Fargay, c'était le nom d'une des familles responsables de la chute de l'empire de mes parents. Au début, je me suis dit que c'était peut-être juste une coïncidence. Des Fargay, il devait y en avoir des tas à travers le monde. Mais la collègue de Cindy m'a dit qu'ils étaient originaires d'Irlande, que leur famille venait de là-bas. Mon sang n'a fait qu'un tour à cette nouvelle. J'ai appris aussi qu'ils avaient une fille, Shirley. Une vraie beauté de ce qu'on disait, un peu extravagante, et qui aimait faire le tour des bars. C'est là que j'ai commencé à entrevoir les bases de mon plan. Un plan macabre, démoniaque, à la hauteur du crime de ces enfoirés qui m'avaient enlevé ma Cindy. Je serais sans pitié, comme eux. Ils allaient souffrir comme j'avais souffert, au centuple. Je voulais qu'ils connaissent ce que c'est que l'essence de la souffrance, dans ce qu'elle a de plus extrême. Une souffrance qui passerait d'abord par une vision d'horreur sur ce qu'ils avaient de plus cher à leurs yeux. Ensuite, ce serait leur tour. Ils allaient découvrir le vrai sens de la terreur, dans ce qu'elle aurait de plus pur. Je m'y engageais personnellement. Et rien que d'y penser, un rictus me vint aux lèvres à l'idée du plan que j'avais imaginé. Inconsciemment, je m'en léchais les babines de plaisir. Je pense que c'est à ce moment que j'ai sombré dans la folie la plus totale. Mais purée, ce que ça faisait du bien, rien que de songer à ce que ces ordures allaient subir. Pour séduire Shirley, ça a été le passage le plus simple, connaissant ses habitudes. Quelques semaines ont été suffisantes pour qu'on devienne intime. Très intime. Je lui demandais des infos sur ses parents, de manière discrète, de temps en temps, histoire de ne pas trop attirer son attention sur ma curiosité à leur égard. Le truc bien, c'est qu'elle était à la fois portée sur la bouteille et vraiment stupide. Quelque part, ça me faisait un peu mal vis-à-vis de Cindy et de son souvenir. Et je me confortais dans mon plan en me disant que c'était justement à sa mémoire que je faisais ça. Mais je devais faire vite. L'approche des fêtes de Noël faisait partie intégrante du plan que j'avais imaginé. Et j'ai dû accélérer le mouvement en y allant direct. Au cours d'une conversation, je lui ai dit que ce serait bien d'inviter ses parents pour le réveillon de Noël, que ça permettrait de les connaître, et eux aussi me connaîtraient mieux. C'était un peu risqué de lancer ça comme ça, mais c'était mal connaître la bêtise prononcée de Shirley.
Elle accepta en disant que c'était une idée géniale. Là-dessus, elle a appelé ses parents avec son portable, pour leur demander s'ils étaient d'accord. Ils acceptèrent avec joie, selon les dires de Shirley, curieux de rencontrer l'homme qui avait fait chavirer le cœur de leur petite fille chérie. Les imbéciles. Leur cœur allait être chaviré, ça c'était certain. Mais pas comme ils le pensaient. C'était parfait. Mon plan fonctionnait à merveille. Encore quelques menus détails à fignoler, en attendant le coup de grâce qui serait porté le 24 décembre au soir. J'en frissonnais de plaisir, rien qu'à l'idée de cette soirée macabre et mortelle. Vint enfin le jour tant attendu, celui où Cindy allait enfin être vengée. J'étais tellement excité en pensant au déroulement de la soirée que je devais me faire violence pour ne pas rire nerveusement et gâcher ma belle fête d'adieu. Ce soir, le spectacle allait être grandiose. Les parents de Shirley allaient venir dans moins de 3 heures. Je devais me dépêcher pour mettre en place les derniers préparatifs, afin de les accueillir comme il se devait. Toutes les étapes étaient déjà dans ma tête, parfaitement orchestrées. Et c'était moi qui tenais la baguette pour diriger la musique. J'ai aidé Shirley à terminer de décorer la table et mettre petits plats dans les grands comme dit la formule consacrée. Dommage de faire tous ces efforts. Entre la nappe blanche, les décos sur les chaises et sur les murs, tout allait très bientôt changer de couleur. La couleur de la vengeance. Ça y était. Le moment fatidique était arrivé. Dans quelques minutes, les parents de Shirley allaient arriver. Et tout était prêt, conforme à ce que j'avais prévu. Je vérifiai une dernière fois que toute ma préparation ne comportait pas d'oubli ou d'erreur de dernière minute. Ça aurait été dommage que tous ces efforts soient grillés par ma précipitation. Mais non, je m'en faisais pour rien. Tout était nickel. Restait le plat principal. À 19h pile, Josh et Melissa sonnèrent à la porte. Je réfrénai mon impatience et respirai un grand coup. Puis j'ouvris la porte, tout sourire. Ils étaient habillés comme seul un pingouin serait capable de faire concurrence. En comparaison, je devais faire pâle figure à leurs yeux. Et franchement, je m'en foutais vu le peu de temps qu'il leur restait. Je les invitai à prendre place. Melissa s'étonna de ne pas voir sa fille les accueillir. Je les rassurai en leur disant qu'elle avait un léger mal de tête et qu'elle s'était allongée quelques minutes sur le lit. Pour mieux calmer son inquiétude, j'appelai Shirley depuis le salon. Instantanément, celle-ci répondit qu'elle avait juste un peu mal au crâne à cause d'un petit apéro, pris juste avant leur arrivée, mais qu'elle serait à table au moment de la dinde. Qu'ils ne devaient pas s'inquiéter surtout. Tranquillisés, Josh et Melissa commencèrent à engouffrer les toasts au saumon, le caviar et autres foutaises de riches que Shirley m'avait fait acheter dans une de leurs boutiques de luxe. La conversation s'orienta rapidement sur ma rencontre avec leur fille, ce que je faisais, enfin toutes les futilités habituelles du repas de famille. Pour faire bien, je leur dis que j'étais commercial dans l'import-export, ce qui sembla les satisfaire, me disant qu'ils n'auraient pas accepté qu'un moins que rien devienne leur gendre. S'ils savaient, moi leur gendre, aucune chance. Pas après cette soirée en tout cas, ni jamais d'ailleurs, vu l'endroit où ils allaient aller. La soirée continua à coups de blagues débiles de riches, dénigrant les sous-classes comme ils les appelaient. En fait, plus je les écoutais, plus je me disais que j'allais rendre service à la société, de la débarrasser de tels parasites qui n'avaient aucune empathie pour la majorité des gens les entourant. Et je faisais bonne figure, en faisant semblant de rire à leurs conneries de bas étage. De temps en temps, Melissa ou Josh donnaient de la voix pour demander à distance à Shirley si elle se sentait mieux. Elle les rassurait régulièrement. Le moment de grâce arrivait. Dans peu de temps, Josh et Melissa allaient avoir la monnaie de leurs pièces. Je m'éclipsais quelques minutes en leur disant qu'il était temps de déguster cette bonne dinde qui nous attendait dans le four. Je me rendais donc dans la cuisine. Au passage, je m'adressai envers la porte de la chambre de Shirley pour lui signaler que j'allais mettre la dinde sur la table. Elle répondit qu'elle allait un peu mieux et qu'elle allait les rejoindre dans quelques minutes. À nouveau satisfait après avoir entendu la réponse de Shirley, Josh et Melissa continuaient leur histoire navrante de bénéfices juteux faits sur le dos de pauvres gars ou de familles obligées de vivre dans la rue après leur intervention. Et ça les faisait rire en plus. Ils me faisaient de plus en plus gerber. Mais ce n'était que partie remise. Je sortais de la cuisine et déposais le grand plat sous cloche contenant la dinde de Noël. Josh me félicita. Au vu de la taille de la cloche, la dinde devait être énorme. Je lui répondis qu'il allait être surpris, et que comme c'était eux les invités, c'était donc à eux de soulever la cloche. Josh s'exécuta, et en quelques secondes, son sourire d'abruti se transforma en visage terrifié. Son épouse à côté de lui ne put s'empêcher de crier comme une truie. Pourtant, le spectacle aurait dû leur plaire. Moi qui avais passé tant de temps à le préparer, j'espérais au moins quelques félicitations. Josh se leva de table,
attrapant un couteau plat au passage, le dirigeant vers moi et me demandant ce que signifiait cette plaisanterie macabre. Sa femme pleurait comme une madeleine en regardant ce qui se trouvait sous la cloche. La tête de leur fille, sur un lit de boîtes de conserve et autres ordures, récupérées dans des poubelles aux alentours ces derniers jours. À la place des yeux, j'avais mis des ampoules de voiture, des clés de contact accrochées aux oreilles et placardées sur une des joues, une photo de Cindy. Visiblement, ils n'avaient pas reconnu la femme qu'ils avaient tuée. Mélissa, en pleurnichant à tel point qu'on comprenait à peine ce qu'elle disait, s'adressa à moi. Elle ne comprenait pas. Elle avait bien entendu sa fille à travers la porte de sa chambre. Comment sa tête pouvait être en même temps sur la table? Je sortis alors un petit appareil de ma poche et j'appuyai sur le bouton en son centre. La voix de Shirley se fit entendre alors, semblant sortir de la chambre. J'expliquai que j'avais enregistré la voix de leur fille, en m'arrangeant pour lui faire dire des phrases types. C'est un ami expert en gadgets de tout genre qui avait fait ensuite, à partir de ces bribes de phrases, les paroles qu'ils avaient entendues, afin de donner l'illusion que leur fille était bien dans sa chambre. En fait, je l'avais tuée il y avait 2 heures de ça, dans la cuisine. Je n'avais qu'une peur, c'était que l'un d'eux, pour une raison ou une autre, s'y rende et découvre les traces de sang encore présentes sur le sol, et la table, là où je l'avais découpée et préparée. D'ailleurs, je leur demandais s'ils avaient aimé les petites saucisses. C'est Jésus, je crois, qui disait « Mangez, ceci est mon corps ». Mélissa me cria que j'étais un monstre, juste avant de se forcer à vomir. Moi, un monstre? Je leur demandais alors s'ils reconnaissaient la femme sur la photo. Non, bien sûr que non, ils ne la reconnaissaient pas. Le jour où ils l'avaient renversée, ils étaient bien trop bourrés pour se rendre compte de ce qu'ils avaient fait. En plus, je suis sûr qu'avec leur pognon, ils s'étaient arrangés pour que les enquêtes de police ne les inquiètent pas. Josh restait coincé derrière la table, toujours à me menacer avec son pauvre couteau en argent. Je pouvais enfin donner libre cours à mon plus beau sourire. Je m'écartai de la table, en leur demandant de m'attendre, que je n'en avais pas pour longtemps. Je me rendais à nouveau dans la cuisine pour chercher la machette que j'avais achetée la semaine dernière à un de mes amis peu regardant sur l'utilisation que j'allais en faire, du moment que je payais. Pour le fric, je devais remercier Shirley. Sans le savoir, c'est elle qui avait payé les outils qui allaient servir à ma vengeance. Elle m'aura bien servi finalement. Si elle n'avait pas été leur fille, et qu'elle n'avait pas été aussi conne, j'aurais presque pu l'apprécier. En sortant de la cuisine, Josh tentait d'ouvrir la porte d'entrée, l'imbécile. En me voyant arriver, il pointait encore son couteau dans ma direction. Je m'approchai tranquillement, et arrivé à quelques mètres de lui, je m'arrêtai, et je lui souriais, avant de lui dire « pour Cindy ». Au même moment, je lui tranchai la tête d'un coup, avec ma machette. Son corps s'effondra au sol, pendant que sa tête valdingua dans la pièce pour atterrir, ironiquement, en plein sur les genoux de sa truffe d'épouse, qui pensait échapper à ma fureur en se cachant derrière le rhododendron. Elle cria de plus belle, jetant la tête de son mari devant elle, complètement épouvantée. C'était le pied total. Je m'approchai d'elle, aussi tranquillement que je l'avais fait pour son mari. Elle cria encore un peu, puis elle sortit son portefeuille de son sac. Voilà bien les riches. Pour s'enfuir, elle n'avait pas oublié son cher sac à main, comme si ça allait lui servir. Je souriais à nouveau, et j'abattais ma machette sur le dessus de son crâne, fendant en deux comme on coupe une noix de coco. Elle s'écroula à son tour sur le sol. Mais ma vengeance n'était pas complète. Je passai près de 2 heures à découper en morceaux leur corps, en très petits morceaux que je disséminais un peu partout dans l'appartement de Shirley. J'imaginais la tête des policiers devant le spectacle. Ensuite, je les imbibais d'alcool, histoire de leur rappeler que c'était à cause de ça que tout était arrivé. Je disposais de l'essence un peu partout. Chambre, cuisine, salon. Je ne pris même pas la peine de me débarbouiller mon visage maculé de sang, ni de changer mes habits passés du blanc au rouge vif. Je sortais de l'appartement, et avant de partir, j'allumai le zippo que j'avais pris sur le corps de Josh, et le balançai au milieu de la pièce. C'était beau, tous ces morceaux de corps qui brûlaient un peu partout. C'était vraiment un beau réveillon. Je savais bien que je n'allais pas aller bien loin avec le sang partout sur moi. Sans parler qu'une fois découverts, les corps découpés dans l'appartement, après que l'incendie aurait été maîtrisé par les pompiers, les flics auraient vite fait le rapprochement. Mais je m'en foutais. Cindy était vengée. C'était tout ce qui importait. Je sortais calmement de l'immeuble où les flammes sortaient en masse par les fenêtres du lieu de mon terrain de jeu. Les gens criaient en me voyant. Les sirènes groupées de la police et des pompiers se rapprochaient. Au bout de quelques minutes, je fus sous la menace des flics me demandant de m'arrêter. Je ne me suis pas arrêté. Ils ont tiré.
Vous allez me dire, mais comment il peut raconter son histoire s'il a été tué? Tout simplement parce que je ne suis pas mort ce soir-là. On m'a enfermé dans un centre pour les dingues. Les médecins m'ont jugé irresponsable, car psychologiquement très perturbé. Il n'y aura pas de procès. Je continuerai à vivre avec le souvenir de Cindy dans ma tête, et la satisfaction de l'avoir vengée. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux de Noël que je pouvais lui faire. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais quelques jours plus tard, je reçus une visite inattendue. Un notaire est venu me voir. Au début, je me demandais qu'est-ce qu'un rond de cuir comme lui foutait dans un asile de dingue. Alors il m'expliqua le but de sa venue. J'étais devenu l'unique héritier des Fargay. Ceux-ci n'avaient qu'une fille unique, officiellement. Ils venaient bien d'Irlande, comme me l'avait dit la collègue de Cindy. Ils avaient bien connu mes parents, étaient bien responsables de la chute de ceux-ci. Mais je ne comprenais pas bien ce que ça avait à voir avec moi, mis à part le fait que je les avais tués, ces ordures. Et c'est là que le cauchemar a vraiment commencé pour moi. Là où je me suis dit que j'aurais préféré mourir sous les balles des policiers pour ne pas apprendre la suite. George Fargay avait eu une aventure plus jeune avec une certaine Catherine O'Canagan, alors que celle-ci était mariée. Catherine, c'était le prénom de ma mère. Le notaire m'avait appris qu'elle avait accepté de coucher avec lui, en échange de quoi il devait s'arrêter de détruire leur empire. Mais George Fargay n'a pas tenu sa promesse. Et quelques mois plus tard, un bébé naissait. Philip O'Canagan. Moi. Bien sûr, ma mère n'a jamais dit la vérité à mon père. Par la suite, les Fargay aussi sont venus aux USA, pour un contrat en or pour la chaîne d'hôtels volée à mon père. Quelque temps plus tard, ils ont eu une fille, Shirley Fargay, ma sœur. Vous n'imaginez même pas le choc que j'ai eu. J'étais anéanti. J'avais vengé Cindy en tuant ma sœur dont j'ignorais l'existence. Et ironiquement, j'héritais de leur fortune, du fait de ma filiation, même si elle était non officielle. Ce jour-là, j'ai sombré, complètement. J'ai déchiré en morceaux l'acte que le notaire me tendait, officialisant mon statut d'héritier. Et voilà ma vie dorénavant, avec le souvenir dans la tête de Shirley, ma sœur que j'avais découpée et donnée à manger à ses parents. Le souvenir d'avoir tué mon père, de l'avoir découpé et brûlé. Maintenant, à chaque Noël, ils sont obligés de m'enfermer dans une cellule à part. Sinon, ces images reviennent encore plus, et je pète un câble. Voilà mon histoire. Vous pensiez qu'elle allait bien finir? Que les méchants allaient être punis? Et que ça s'arrêterait là? Non, le destin est un enfoiré. Et moi, j'allais vivre le reste de mes jours ici, à repenser à Cindy et à Shirley.